On voulait juste dire une petite chose. I will say also it in English, but as we all noticed, I think we all know for 2 days now that there's a kind of representation problem because we're all male, and so we thought that the lunch break, we thought that I say it in English so that it prepares, and then I will say it again in French. Or Jérôme would, but I always believe that maybe le tirage au sort is also very nice, and I think we should replace, the diplomats, and this is not like une rupture diplomatique, but I think we should at some point find a way to change during this afternoon. So all the more as I'm going to talk. So I will talk, and then I would love that somebody comes up and be a diplomat, and hopefully, yeah. So, je vais le dire peut-être, Jérôme, tu vas pouvoir le dire comme ça tu seras mon traducteur. Donc moi je vais toujours parler au nom de mon pays. But, yeah. So. Ce qui reviendra au même, vous verrez. Dans mon pays, je suis diplomate, vous l'avez compris, mais je suis aussi, je travaille au ministère des Assemblements. Alors, il faut expliquer ce que c'est qu'un assemblement. Lorsque une pièce de théâtre a lieu, des gens se rassemblent, et quelqu'un comme Denis Guénoun a théorisé ça en disant qu'il se passait quelque chose de politique du simple fait de se rassembler pour voir une pièce quelle qu'elle soit. Et au ministère des Assemblements, nous essayons de promouvoir des politiques publiques qui réactivent cette force des assemblements. Et donc, il est de mon rôle, je crois, et donc nous sommes tombés d'accord avec les autres diplomates, pour essayer d'activer cet assemblement où que je sois dans mon pays ou dans un pays étranger, comme c'est le cas ici. Et donc, je propose au public, et c'est ce que nous proposons, de venir à notre place, tout simplement. Pour ma part, il y a une seule condition, c'est que la personne qui s'assiera ici prenne ma cravate. Alors rassurez-vous, si on est dans les ismes, cette cravate n'a pas été portée que par des hommes. Avant moi, dans ce rôle-là, il y a eu un arbre, des chiens et un aspirateur. Donc c'est pas du tout genré ou quoi que ce soit, c'est juste le signe de représentation de mon pays. Donc si quelqu'un veut venir, levez-vous et venez. Vous êtes les bienvenus et je viendrai m'asseoir et Camille aussi. Je pense que ça peut être conçu en plus comme des déplacements et des configurations provisoires. Et de toute façon, on sera là. Je crois qu'en plus, les gens dans le public peuvent prendre la parole. Donc, on va poursuivre. So, I will just do a little introduction to what I'm going to read in English so that our friends Joaquin and Pedro can also catch up and follow. So, I've been working, as Cantuta said, since 2008 on an ongoing fiction, institutional fiction, that one could sum up by saying that in this fiction, translation is the language. And there have been different developments, but one of the last development is, as Cantuta also said, a collective fiction with writers and translators that was called Sécession. And this fiction was that the old institutions of Europe had been overthrown. And there was a plenum, like a bit here, like an assembly. And people had to come and talk and imagine what was supposed to happen, what kind of representation, what kind of constitution, what would be the first. And now the next development is called Utopia, the country where translation is the language.
And I'm going to read a text that could be seen as the introduction. And then I'm going to read another text, it will be in French. And this is about a book, which is called Voices of the In-Betweens on building a country, sur un pays en construction. Nous partons du langage. Nous partons de la séparation qu'est un langage, de la coupure que ce langage établit entre nous et les choses. Éloignement, quadrillage, ordonnancement. Nous partons des coupures que les langues établissent en composant des communautés étroites. Nous cherchons à penser une ouverture maximale, une nouvelle forme de lien, par-delà ou en deçà des communautés étroites. Nous cherchons à concevoir une nouvelle forme d'habitation. Nous commençons par la langue. C'est par notre travail à partir de la langue, entre les langues, que nous comprenons notre présence ici. Nous comprenons l'effet magicien comme quelque chose qui a eu lieu, quelque chose de passé. Nous comprenons qu'en étant invités à parler de ce qui a eu lieu, nous sommes appelés à célébrer un cycle du temps où quelque chose change, où quelque chose a changé. Nous comprenons que cette invitation, au-delà de l'effet magicien, nous désigne comme étant porteurs d'une parole, d'une manière d'agir, de penser, de créer qui prolonge ou déplace ce qui a eu lieu. Nous désignons ce qui a eu lieu comme un décentrement géographique et un effondrement historique. À l'issue de ce décentrement et de cet effondrement, quel est le lieu de notre énonciation? D'où parlons-nous? Comment sommes-nous habilités à parler? Quelle institution légitime notre parole? Nous cherchons à comprendre ce qui, dans nos travaux en cours, prolonge et en même temps déplace le temps de la magie. Nous nous demandons d'ailleurs si cette magie a eu lieu, si cette magie n'a pas fait au fond que maintenir un ensorcellement théorique par lequel nous avons cru que quelque chose avait lieu. Puisque ensorcelés, nous sommes par la théorie, les théories dans lesquelles nous croyons vivre. Nous poursuivons pourtant l'effort de cet ensorcellement. Nous voulons par la magie poursuivre un effort d'ouverture vers des multiplicités de possibles. Nous avons assisté dans notre enfance à l'affirmation d'un ancien nouveau récit dominant. Les récits dominants sont comme des zombies. Ils ne meurent pas. L'un des récits zombies de notre enfance fut celui de la faim. Nous avons travaillé à partir de cette faim. Nous en avons fait une poupée vaudou, un totem. Nous avons planté des aiguilles dans le totem de notre enfance. Nous avons cherché dans toutes les langues à orchestrer la mort de ce récit zombie. Nous savons qu'en plantant une aiguille dans l'idée de faim qui a bercé notre enfance, nous ne parvenons pas à désensorceler l'avenir. Nous demeurons enclos. Le temps magicien fut celui d'un encerclement d'ouverture auquel nous avons cru. Ouverture aux genres, aux entre-genres, aux étangs, aux entrants, ouverture aux histoires, aux diffractions d'histoires, aux aplatissements de récits, à la joie de ces aplatissements et de ces ouvertures. Le temps magicien a cru pouvoir faire de la faim une fête. Cependant, tandis que nous traversions des frontières, écrivant à rebours les récits innombrables des multiplicités qui nous traversent, tandis que tant d'esprits et de corps apprenaient à vivre sous l'effet magique des théories de l'ensorcellement, nous n'avons rien vu de ce qui s'accomplissait dans un mouvement contraire, clôture, reconstruction, plutôt que magie. Voilà quelle a été,
en fait le mouvement historique au cours de notre enfance. Partout, un temps de reconstruction. Une vague non seulement réactionnaire, mais profondément utopique dans son désir de reconstruire le monde ancien. Les murs, les monuments, les genres, les vieilles croyances, les identités anciennes, anciennement produites. Tant de vieux récits, tant de récits zombies relancés. Nous avons grandi parmi ces récits, ensorcelés théoriquement par des histoires d'ouverture et pourtant cernés de plus en plus sidérés par la reconstruction des clôtures. Nous avons perdu du terrain, des terrains, et chaque fois que nous avons inventé ou défriché des terres nouvelles, celles-là aussi se sont mises à obéir aux lois de l'encerclement. Nous découvrons ainsi les termes de notre habitation. Nous créons de nouvelles demeures. Nous cherchons par la magie à concevoir des frontières perméables, des centres éclatés, des périphéries capitales, et bien vite, à une vitesse de plus en plus accélérée, ces gestes d'élargissement sont repris dans un sens inverse. Les clapets se referment. Nous persistons pourtant à œuvrer dans le sens d'une ouverture maximale. Nous tenir encore et toujours aux côtés de ce qui naît, de ce qui pourrait être. Nous reprenons l'histoire des habitations ouvertes. Au milieu des récits zombies qui partout prolifèrent, nous persistons à vouloir penser des modes multiples d'existence. Peut-être sommes-nous déjà, au-delà de l'effet magicien, de petits réservoirs d'hétérogénéité dont se nourrit un seul grand plan d'équivalence. Il n'empêche, nous persistons. Notre âge prend enfin une forme plus solennelle, plus tragique, plus vivante aussi. Nous voulons que des mondes soient possibles. Nous disons que nous sommes déjà des possibilités de monde. Nous repartons donc de la langue. Nous partons de la séparation, de la coupure que la langue établit entre nous et les choses. Nous cherchons à penser une nouvelle forme de lien, par-delà ou en deçà des communautés étroites. Nous cherchons à concevoir une forme d'habitation nouvelle. Nous faisons l'hypothèse d'un pays. Nous cherchons à concevoir un pays où la langue est la traduction. Nous disons parfois que nous habitons depuis des siècles dans ce pays du traduire. Nous partons des corps multiples de langues qui sont chaque fois des manières d'habiter, de ces multiples habitations que sont les langues. Et nous, entre elles, migrants, apprenant à migrer, coupés entre plusieurs langues, qui sont à chaque fois des mondes. Si nous disons la traduction comme langue, nous ne disons pas que nous sommes un monde. Nous disons que nous sommes des conflits. Si nous disons que la traduction est la langue, nous ne disons pas que les choses sont muettes. Nous disons que les multiples formes des temps sont des sous-jeux appelés à devenir sujets. Si nous disons la traduction comme langue, nous ne désignons pas un processus technique de pouvoir pour s'approprier le corps de l'autre, mais un lieu des écarts comme espace d'habitation. C'est le tour de passe du pays que nous cherchons à construire. Dans ce pays, l'utopie cesse d'être un avenir à atteindre, un horizon hors d'atteinte. Elle est déjà d'une certaine manière accomplie, puisqu'elle désigne ce non-lieu instable où nous sommes, où nous avons vécu, où nous vivrons encore. Le pays où la traduction et la langue désignent ce qui est déjà là, potentiellement. Non-lieu d'enchâssement de langue et de territoire, de subjectivité subie, choisie et de métamorphose. Habitants, nous sommes dans cette utopos du traduire déjà accompli, mais encore impensé. Nous partons donc de là, de ce que pourrait être un lien poétique, politique repensé, à partir de la traduction. Ça, c'était une introduction, mais je ne sais pas quelle heure il est. Tu peux continuer encore. Et donc après, j'ai amené, mais après il y aurait beaucoup de choses à discuter, parce que quand on fait l'hypothèse que la traduction et la langue, ça me pose tout un tas de questions et de problèmes.
Mais là, je vous dis un peu comment se construit le livre, parce que ça se passe comme ça. Je vais voir des traducteurs dans différentes langues, vers différentes langues et de différentes langues. Je leur demande, on leur pose des questions à plusieurs, pour savoir comment ça se passe. Qu'est-ce qui est nié de l'autre? Qu'est-ce qui est accueilli de l'autre quand on traduit? Et surtout pour arriver à comprendre quel est ce lieu interstitiel. Qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de langue, quand on est suspendu entre? Puisqu'au fond, c'est ce qui se passe. Et puis on va aussi voir des gens effectivement qui cherchent à écouter, à rendre au langage ce qui apparaît a priori sans langage, des mondes naturels, des baleines, des dauphins. Quelle traduction, quel algorithme permet de traduire? Donc il y a aussi toute cette question-là, de comprendre, d'étendre la notion de langage aussi. Et donc j'accumule ces entretiens. Et puis après, ça produit une archive, que je considère comme l'archive de ce pays où la traduction est la langue. Et après, le livre que j'écris en ce moment sur le pays en construction, je fais l'hypothèse, enfin on pourrait dire c'est du creative non-fiction. Je sais pas, il n'y a pas d'équivalent en français, c'est un intraduisible. Creative non-fiction. Ça marche pas, donc bon, pour l'instant ils y arrivent. Ils ont inventé cet entre-genre-là. Et ce que je fais avec cette archive, c'est que je me mets dans la fiction de quelqu'un qui essaye de faire un documentaire sur ce pays à construire, ou ce pays existant, où ça migre. Enfin, où ça ne fait que migrer, au fond. Et voilà ce que ça donne. Alors, il y a toujours un problème sur le nous, hein. C'est une sorte de grande question de ce nous flottant. Mais il y a un nous flottant dans ces textes-là. Nous sommes maintenant replongés dans la nuit. Nous devons lutter pour ne pas nous déconcentrer. Nous devons garder un rythme, une cadence, sans quoi nous abandonnerons l'archive. Le récit de notre documentaire se mettra à flotter, les jours passeront, peut-être les saisons. Nous perdrons le fil de notre enquête, et si nous perdons le fil, nous nous en tiendrons peut-être à notre solitude, laissant en chantier les intuitions du pays. Si nous ne travaillons pas pendant quelques années, si nous relaissons tomber l'effort, notre pays cessera de se construire. Il retombera, comme tout le reste, au niveau élémentaire des corps qui persistent à ne pas vouloir passer. Le pays sera abandonné aux feuilles, au vent de l'hiver, à la pluie, à la neige, il disparaîtra. Nous avons besoin de bêcher chaque jour cette archive comme une terre. Nous avons besoin de cultiver le pays. Et pour ce faire, nous devons marcher, courir, nous entraîner. Tout à l'heure, en rentrant, avant de nous remettre le casque sur les oreilles, parce que c'est l'histoire d'un type qui est toujours en train d'écouter les voix de ses traducteurs, qui expliquent leurs difficultés à traduire, à changer de corps de langue en corps de langue. Et donc, tout à l'heure, en rentrant, avant de nous remettre le casque sur les oreilles, avant de réfléchir encore et toujours à la manière d'habiter le pays où nous sommes déjà, où nous voulons pouvoir demain nous tenir, nous avons fait une série de pompes. Nous avons fait une série de 20 pompes, puis une série de 10. Nous sommes sortis sur le balcon pour inspirer, puis nous sommes allongés. Nous avons coincé le bout de nos pieds sous le canapé du salon et nous avons mis nos mains derrière notre nuque. Et nous avons encore accompli une série de 30. Nous ne faisons pas ça pour souffrir, nous faisons ça pour suer. Le pays exige un effort. Nous sommes dans cet effort. Si nous ne nous efforçons pas, le nous auquel nous pensons cessera d'exister. Il se morcellera, se fragmentera, suivant les langues qui sont comme le vent, une donnée de vitesse qui semble naturelle, contre laquelle nous pouvons nous battre, marcher à rebours du vent, mais que nous pouvons aussi accepter. Si nous acceptons de nous laisser aller, nous glisserons, nous rejoindrons des ensembles antérieurs, des clôtures antérieures. Nous ne pouvons pas arrêter cet effort parce que nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons inventer un pays pour ceux qui n'appartiennent pas. Donc ça, c'était les extraits que je voulais vous lire. Et puis je voulais vous montrer une image parce que donc on va commencer à construire le pays en septembre. Je vous dis pas où parce qu'en fait il n'est pas, c'est un lieu sans lieu. Donc ça se présente comme ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a des cotons, comme dans des scènes de guerre, un peu dans ces vieilles constructions westphaliques qui portent bien son nom, c'est les vieilles constructions westphaliques du 19e siècle.
Ça étudie des scènes de guerre très, très européennes, avec des gens avec des drapeaux, vous voyez. Sauf que là, sur les drapeaux, c'est une sorte d'encre qui reprendra certaines des phrases de tous ces traducteurs. Et puis ça disparaît, en fait. Ça documente, en fait, la disparition. C'est-à-dire qu'on va aller les planter dans un nulle part. Ce qu'on appelle aussi mes nowhere lands. Et donc, c'est ce nulle part. Et puis, il y a ces drapeaux qui seront plantés par des gens, des traducteurs, des aides, enfin, des habitants du pays, quoi. Parce que c'est un pays où on peut habiter, on peut habiter aussi à d'autres lieux. On peut juste rejoindre le pays. Et donc l'encre disparaîtra, sera effacée comme ça. Et puis après, j'avais une autre image à vous montrer. Je pense sur ce récit des fins. Donc ça, c'est la poupée. Alors en fait, c'est la poupée de Francis Fukuyama. J'avais fait un opéra qui s'appelait La Chute de Fukuyama, qui est devenu pour moi l'image, un peu la marionnette de ce temps des fins, une sorte de grande incarnation un peu totem. Et donc je m'emploie à la torturer et à la battre dans différents lieux, comme une sorte de poupée migrante. Ça s'appelle, en fait, c'est 13 stations d'une passion, où il meurt, où il est transformé en poupée vaudou. Et puis après, il y a une autre chose. Ah oui, ça c'est... Alors là, on va pas lire, je pense. Mais d'un côté, il y a écrit « What could be » et je crois que de l'autre, il y a écrit « What could have been ». Et c'est juste des petits croquis préparatoires à une exposition qui s'appelle l'exposition potentielle. En fait, qui est liée à un manifeste qui s'appelle le manifeste d'art potentiel. Et en fait, qui part d'une forme d'impatience à l'égard du réel qui ne bouge pas. Et donc, à partir de cette impatience, on choisit d'adopter une position purement performative, mais de geste et de fiction, enfin, qui créera ou non du réel, mais de ne plus en tout cas être dans ce ressentiment à l'égard du réel qui ne change pas. Donc d'être dans une fiction joyeuse de ce qui se transforme. Voilà. Et puis maintenant, je vais aller rejoindre ma place. Et puis, merci. Je vais prendre ma place et comme ma cravate m'oblige, merci Jérôme David, je vais parler de mon pays, qui est quelque part entre la Suisse et le Japon, un no man's land, enfin qui passe par le Japon et revient à Paris. Et je vais rebondir sur cette très belle intervention. J'aime beaucoup l'idée d'impatience par rapport à un réel qui ne bouge pas, mais je vais plutôt rebondir sur ce que j'ai entendu au début et qui me semble en plus au vif du sujet de l'ensemble du colloque par rapport à cette question de traduction. Parce que vous avez parlé des langues, mais il y a aussi les langages, et surtout pour des artistes. Il se trouve que moi j'ai travaillé avec des artistes japonais, aussi bien danseurs que cinéastes, et je me suis beaucoup posé la question de savoir pourquoi de temps en temps la traduction est nécessaire, et il est nécessaire de passer par la langue et la traduction, et de temps en temps le langage cinématographique ou le langage chorégraphique se suffit à la compréhension. Et pourtant, je tiens à dire, parce que ça aussi, je pense que la danse est un art absolument génial pour observer la dimension globale, internationale, qui serait la danse dans les boîtes de nuit du monde entier et qui serait jusqu'à la techno et la trance, avec tout un mythe d'ailleurs universel de la trance universelle dans les boîtes de nuit. Et puis ce que serait la danse contemporaine, et le buto japonais, c'est des corps japonais après Hiroshima, c'est extrêmement nourri d'une danse occidentale aussi, il y a des allers-retours, mais il y a un moment où il y a des particularismes des danses contemporaines qui ne sont pas la danse folklorique cependant. Donc c'est très très intéressant à partir de la danse, je trouve, d'observer la différence entre une danse globale, internationale, et des arts singuliers, des corps singuliers, des expressions singulières. Il se trouve que j'ai travaillé avec un duo de danseurs, l'une est française, Emmanuel Huyn, lui est japonais, Akira Kasai, héritier du buto, il ne parlait pas du tout français, donc il y avait une traductrice
payé très cher, payé beaucoup plus que moi. Et Emmanuel Lune, la chorégraphe, m'a dit, Judith, c'est hyper important qu'on traduise les conversations. J'ai filmé ces conversations et j'avais du mal à comprendre au début, mais en fait, c'est fondamental. Les moments où c'est génial, on se comprend. Enfin, ils se comprenaient sur un plateau par la danse, par le langage du corps, et en même temps, les moments où la traduction était absolument nécessaire. Et je le vis moi-même actuellement, parce que je co-réalise un film avec un Japonais. Il a beau parler français, il y a des moments où le langage cinématographique parle tout seul, et des moments... voilà. Donc je pense que ce que je dis là par rapport au témoignage de collaboration entre des artistes de langues différentes, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti... Je ne pensais pas du tout parler de ça, hein, je suis venue spontanément à l'invitation pour porter une cravate, peut-être pour la première fois de ma vie, mais voilà, Camille de Toledo, j'ai pas suivi tout ce que vous avez fait, j'avais lu Archimondain Joli Punk, ça m'avait plu à l'époque, c'est vieux, hein, je crois. 2002. Ouais, pas si vieux alors. Et voilà, sur cette histoire, j'aimerais savoir si vous avez quelque chose qui interfère avec cette histoire des langages de l'art qui se passent de la langue, quand ça communique pas, et qu'il y aurait peut-être là quelque chose qui fait coupure avec ce sujet de global et particulier, sans qu'on soit dans la dichotomie danse folklorique et danse globale, ce qui vaut aussi pour d'autres formes d'art, le folklore et, vous voyez ce que je veux dire, le globish. Voilà, est-ce que ça a été assez clair, mon intervention ? Parfait. Non, je peux vous dire, je trouve que la traduction, effectivement, depuis que je travaille sur ce... Je peux vous dire juste très brièvement, la question du pays, moi, elle est liée à... Vous dites c'est entre le Japon et la Suisse. Moi, c'est une histoire judéo-européenne de destruction et d'absence, et comment on fait de cette absence, cette destruction de la Mitteleuropa, de nouveau, une puissance, quelque chose qui aide à penser l'avenir et pas seulement cette forme commémorative. Donc, dans cet espace qu'est la Mitteleuropa, il n'y avait pas de langue. Il n'y avait que des circulations. Mais la traduction est une incroyable un paradigme incroyablement puissant pour essayer de comprendre ce qui... et vous faites référence à ce premier livre, cette expression qui a été si mal comprise. Mais l'archimonde, c'est the global art. C'est des corps dans des boîtes de nuit. C'est cette forme un peu uniformisée d'existence. C'est une sorte de petite communauté. Mais c'est cette vieille reformulation, en fait. C'est pourquoi le cosmopolitisme a échoué. Dans l'histoire juive, c'est très fort, ça. Tout le monde juif de la diaspora, c'est un monde très, très cosmopolite. Et puis ça a échoué. C'est toujours ce qui a été détruit au XXe siècle, c'est ce qui a été détruit. Et puis ça se reconstruit sur un mode mondain, sur un mode nomade, sur un mode skis, sur un mode archimondain de capitale. Et puis, ce qu'on entend, c'est que finalement, non, il y a des territoires. Il y a des indigènes, il y a des invisibilités, il y a des peuples, il y a des masses, il y a des corps, il y a des langages. Et la traduction, au fond, est quelque chose qui pense le lien, mais dégagé de cette forme globalisée de l'universel, de cette sorte d'hégémonisme ou d'uniformité qui est tenue dans ce terme-là. La traduction, c'est quelque chose qui est attentif au corps. En littérature, et c'est pour ça que la littérature, d'une certaine façon, passe mal dans le XXIe siècle, c'est que la littérature, c'est un objet lent. Une langue, c'est lent, c'est un corps, c'est un rythme, c'est une manière de se dire... Et la traduction, c'est cher. Et la traduction littéraire, ça prend énormément de temps. Je prends cet exemple parce que, par exemple, Baudelaire vient d'être traduit en hébreu. Vous imaginez, ça ne dessine pas un monde. Comment est-ce qu'il peut y avoir à l'instant T ce que l'on nommerait comme une sorte de littérature mondiale, alors que Baudelaire vient d'être traduit en hébreu, c'est-à-dire à 100 ans d'écart, plus de 100 ans d'écart. Donc ça dessine un temps, c'est des temporalités. Et je dis souvent aussi, en fait, la question de la traduction en démocratie. Comment est-ce qu'on pense une assemblée à plusieurs langues? Mais imaginez le temps du traduire, le coût d'interprétariat, et en même temps, qu'est-ce qu'on perd d'une voix quand elle passe dans une autre langue? Je pense à ceux qui ont des casques en ce moment, qui sont en train de m'écouter, peut-être en anglais. How does it sound like? Ça change.
Donc il y a ce hiatus comme ça. Et la traduction, pour moi, c'est un incroyable paradigme pour penser à la fois l'échec de ces communautés ouvertes, c'est-à-dire de cette représentation générale, où il y aurait plusieurs étangs, plusieurs possibilités d'existence, plusieurs mondes, et le triomphe presque systématique, enfin d'un archimonde, qui lui est globish, en anglais, ou alors dans des gestes que le monde du contemporain comprend. Ça rejoint la question du geste. Le geste de la danse contemporaine qui transpasse, qui passe. En fait, quand on dit qu'il passe et qu'il va de capitale en capitale, qu'il est contemporain, c'est simplement qu'il a décroché avec un territoire premier. Et donc c'est cette logique de transplantation, de déplacement, de réimplantation. Et à quel moment on ne touche plus terre, ça c'est la question. Est-ce qu'on peut vivre dans cette sorte de suspension permanente? Lorsqu'on vient de territoires comme de langage, comme le langage littéraire, on sait que ça ne tient pas. On peut penser des langues intermédiaires, des langues interstitielles. En fait, elles sont encore plus locales. Si j'avais fait mon texte en vous mélangeant à la Queneau ou d'autres 50 langages, personne n'aurait entendu. Donc on est obligé de recourir à cette sorte. Et donc penser ce territoire qu'est la langue, penser ce qui se passe quand ça mue, c'est véritablement faire l'épreuve de cette difficulté, de cet effort, de cette temporalité qu'exige cette question de dépassement. Et quand on pose la traduction comme langue, on est toujours l'autre de l'autre. Il n'y a plus d'accueil. Je suis jamais chez moi en traduction. Je ne peux pas dire c'est chez moi. Donc si je dis que j'écris dans une langue qui est la traduction, je peux plus assumer de position hégémonique. Une autre chose qui est passionnante en traduction, et c'est pour ça que parfois je tends à redéfinir à partir de l'auteur ou ce qu'est une communauté de lecteurs. Quelle instance politique est une communauté de lecteurs? C'est des liens, c'est des gens qui se relient à un sens, à un rythme, à une tonalité. Et lorsque ce livre est traduit, il se relie par-delà les langues. Ça donne une communauté interstitielle. Sauf que, si je lis un livre traduit en langue étrangère, mon geste naturel et premier, c'est d'oublier le traducteur. C'est de nier son existence. C'est de dire, j'ai affaire à un livre de Philippe Roth. Et parfois, c'est pas très chouette. c'est décevant parfois. Ou j'ai affaire à un livre, etc. Je pense pas à la question du traduire. Donc, on voit très bien dans les gestes quotidiens la façon qu'on a d'oublier. Et donc, ce que dessine la traduction, pour moi, c'est ce lien nouveau, cette complicité, cette fraternité, mais pas au sens, disons, moraliste, universel, française. C'est simplement, je vis moi en Allemagne, je ne maîtrise pas l'allemand, mes enfants sont mes traducteurs, ou j'ai besoin de quelqu'un pour m'exprimer, pour dire quelque chose. Donc je ne peux pas être en situation de puissance et d'envoûtement. Je ne peux pas être dans une position, disons, de domination par le langage. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est d'arriver à trouver ce point de faille où je suis contraint d'avoir besoin de quelqu'un pour me dire. Voilà. Sauf que là, c'est pas le cas. Mais c'est intéressant quand même. Voilà. J'espère que ça répond un peu. Merci pour la présentation. I think you make a very beautiful invitation. The invitation is this expression of being lost in translation. And you ask us to move from that state of being lost to inhabit. That's right. The state of of what has been translated. Even weakness. Habiter. Traduction. So the movement is from the process of translation to a more stable state. Mm-hmm. And the fiction of that state is a country, le pays. So, habiter la langue, son expression
carry on a lot of things, being a place to reconstruct. So the invitation is beautiful. I think the tension in that in that invitation is who is or are that nous qui penser, nous qui imaginer, nous qui He's definitely not part of the we. Who are we imagining that? And why that we imagine is a country? Why the destruction of a country implies the reconstruction of a country? Why this territoire is translated from the image of Benedict Anderson, whatever, imagination of a nation, country, to another kind of territory that, again, is a country. What is the new, the we in that process? What is translating this collective being from that image to from the past to the future? Another point that I enjoyed, do you know this Nicolas Vauriot that I mentioned yesterday? He also talks a lot about the global art system as a permanent process of translation, a permanent codification. In fact, he called the subjects as semionauts, people that are not people, but codifiers and codification process. Yeah, and he says that we are vectors in that process, like trajectories moving from one place to another, never fixed in a place, just in the process. So I guess he's trying to say that because that fixation of being in the translation, in the translated instead of the translator process could be dangerous. He's inviting us to be in the permanent process of codification. The question, I think, is once we all are in the process of being translated and translating, we need a politics inside that real. Because in that situation, the intensities of the exchange of that translation is going to be the important thing, right? Not only the feeling of being translated, of being able to be in the translation. So that country, that fiction, that imagination requires a politics of the translated, of the possible translation. That image, those images that you show are part of the book, or will be included in the book, or not? Or Yeah. are you expecting to be? Yeah, the Potential Art Manifesto will have some images of exhibition. Okay. The one with Fukuyama is part of another art book in construction called Comment l'histoire, in French is Comment l'histoire acheva son achèvement, and in English is How did the end of history end? Sur le début du XXIe siècle assez sanglant. Du retour de l'histoire, de la violence. Et, yeah, but it's always un débordement du territoire littéraire par l'image, de l'image par le texte. Ça déborde. But they overlap, yeah. Right, sure, beautiful. And the last one, you have these two main frames. That's right. With two possibilities, right? Yeah, The being what and the could be. Yeah. But there's another frame. Maybe That's- you explained that, but I didn't get it in French. But the ME little frame. What's that? Mitteleuropa. Okay. It's the continuous art project. Yeah. Yeah, it's trying to think, starting from this space. That was never. This is something that strikes me from the very beginning of the 2 days. People talk about Europe being a colonial power, which is absolutely true. But when you go to the losers, where I live now, you know, in the Aussies and the Mitteleuropa countries, they're not colonial entities. They're mostly colonized people. And they believe, you know, they are in this
sort of relation to the world is they don't belong to this Europe of power and hegemony. They very much behave as the losers. And it's very important to understand this, because within this thing that people, Romain, sometimes, because it's simple, we say Europe. But actually, I think to make this sort of center explode, one has to look into it. And into it, there's the Balkans, there's Mitteleuropa, there's Al-Andalus, where I got the name from, which is this place where translation was so important. And I think it's very important to make this center explode, to be careful when we use this entity. We're talking about a few hegemonic powers. And one of them is French, because also the French language is very hegemonic. Yeah, you're right. Yesterday, Boaventura dos Santos talked about how Portugal was at the same time an imperial power and a colony at the same time of the British Empire. So it's and we could more even complex. We could even think of the switch to English as this non-hegemonic possibility of power. In thinking, I mean, it's very imperialist, the United States, but they still have this history of we're decolonizing, you know, from the language of the metropole, which is the UK. And there are a lot of discussions, very interesting, about this overwhelming language, this hegemony of the English. But as the French in the 18th century there was the diplomatic language. That was the language of the hegemony. All the elites in the world were speaking French. At least, you know, from Russia to the States, everybody had to speak French because it was... So the history of hegemony with the French language is very, very problematic for me. And the English is something else. The English language, the UK English, London correct language, has become a local. Nobody understands when, whereas this sort of globish that we're speaking belongs to people. You can appropriate it. You can even speak it bad, which is what I do. And I think it's very important. In a French structure, you don't speak bad. You know, otherwise, it's a failure. You know, it's a fault. Well, I think that's one of the habits of monolingualism, right? Cultures that are very monolingual believe in the fiction of perfect language, yeah, which is nonsense in others. Nonsense. But that's what I wanted to, because I think I know you don't believe in this, but there can be the impression from what you read and then the conversation that there's these two extremes. There is speaking in French and being translated and thinking of the space of translation as a home, right, as a space to habitate, and that is being constantly translated. And then you gave the other counterexample of Raymond Queneau, the type of multilingual we could think of. We could think of James Joyce, you know, like the very late James Joyce. This notion of the absurd multilingual, you know, literature at like 50 languages, you said, right? And I mean, in about an hour, I guess, when I do my presentation, we'll actually all be singing, hopefully, in 3 languages at the same time. So that it's part of the concern of mine, for sure. But I don't think it has to be these extremes. I mean, in fact, if I would consider if we were to have a universal canon, I don't necessarily believe in that in literature. For me, Borderlands La Frontera of Glorian Saldúa is a central work in it. And so often, precisely to think of this state, not just of the border as home, but to think of these sites of power and the politics of translation, very important artists and intellectuals and public have thought of 2 or 3 languages. Like, for example, in France, it would be Arabic right now. It would be, you know, and Creole, like Haiti. You spoke of voodoo, like the most brutal moment of French imperialism. Has Creole. It has a language, you know, that shares a lot with French, but is its own. And so sometimes it's by focusing not on 50,
but on 3 or 4 languages that are in constant translation with each other, that we can, I think, create powerful literature, but also a powerful space that is also translation, but it's not this purely utopian, theoretical translation, you know? So that's why I wanted to hear whether you are interested in this, not the 50 languages, but the 3 or 4, you know? You mentioned German, for example, because of where you live. Je vais répondre en français peut-être ou pas? Or maybe in English. Pedro, you understand. You can go in French. C'est la chose que je veux dire. La littérature mondiale, nous parlons beaucoup de ce jour ici, et la littérature universelle, mais l'art global. Non, mais la littérature multilinguale, comment est-ce qu'on dit? Multilingue, c'est un suicide culturel. Si tu écris de littérature multilingue, c'est fini. Tu ne peux pas être... non? Et pour moi, c'est un problème. C'est seulement la traduction. C'est le multilingue que nous devrons créer un espace. Hein? Je réponds. Alors, Joaquin d'abord. Pourquoi le pays? Pourquoi le pays? Pourquoi le nommer pays? Je crois que c'est ce que je vois dans cet ensorcellement théorique, c'est que nous perdons du terrain. C'est que les théories dans lesquelles nous vivons restent suspendues, tandis que nous vivons, en tout cas pour l'Europe, à un moment incroyablement fort de reconstruction identitaire, nationaliste, fascistoïde. En Allemagne, c'est très fort. Dans toute l'Europe, c'est fort. Ou que ça prenne des formes plus régionalistes, mais la phase massive comme ça. Donc, dire pays pour ceux qui n'appartiennent pas, c'est quand même placer cette forme de lutte qui est derrière cet utopos sur ce plan-là, c'est-à-dire on ne peut pas continuer à perdre du terrain, on ne peut pas continuer à laisser se produire ce geste de coupure, hein, ce qui est français, ce qui n'est pas français, ce qui est allemand, ce qui n'est pas allemand. Et quand je dis ça, j'entends langue aussi, in language, ce qui est catalan et ce qui n'est pas catalan. Ce qui est basque, ce qui n'est pas basque, etc. Et en même temps, vivre confortablement dans ce monde des théories relationnelles, where we are all very happy, because we've been sort of acknowledged. We don't live in airports. You know, this is the thing. L'Archimonde is an airport people. And airport people, they buy a lot of art, you know. And Not the janitors. no, what I can say, I always take the example, je reprends toujours cet exemple de Walter Benjamin, qui reste bloqué en Europe parce qu'il n'a pas de poste académique. Il n'a pas, comme ses autres amis de l'école de Francfort, des postes aux États-Unis, et donc personne ne s'occupe de lui prendre un billet pour qu'il puisse quitter l'Europe. Et je crois que cette déterritorialité, le pays suspendu, le pays sans pays, le pays sans terre, je crois qu'il y a vraiment ces deux formes très opposées du cosmopolitisme. Il y a un cosmopolitisme de l'arrachement, de l'écartèlement, qui rejoue cette question de la langue, des corps, des mémoires, hein, être arraché à sa terre. C'est pas la même chose que juste there's a superb exhibition, you know, in Berlin, I will go. Et donc, je crois que c'est la confusion dans laquelle nous sommes en permanence. Donc, nommer le pays où la traduction est la langue, c'est quand même se poser à l'endroit des corps. Et donc de ne pas désigner ce monde relationnel comme
l'espace. Le pays, c'est pas un espace. C'est pas la même chose. Et après, pour répondre à Pedro, je crois que ce qui est très important, c'est, je dis le pays ou la traduction et la langue, habiter en traduction. Mais le terme que j'emploie souvent, c'est entre langues, entre des langues. Parce qu'en fait, la traduction, sinon, crée des polarités distinctes. Elle travaille à partir de ce qui ne voyage pas, ce qui se traduit. Donc, c'est tu pars d'une langue, et entre les deux, ça coupe. Et je crois que désigner l'entre des langues, c'est à la fois, c'est plus large. C'est-à-dire, c'est permettre ces expérimentations. C'est dire, tendanciellement, je serais heureux qu'on invente une langue universelle. Mais qu'est-ce que ça signifie comme hégémonie à chaque fois? Donc, ces tentatives aussi de langue hybride qui ne parlent à plus personne, parce qu'elles sont inaudibles, elles ne sont plus habitables. C'est comme une maison. Si on compare la maison, c'est une comparaison qui a souvent été faite, habiter dans une langue. Tu crées une maison où, tu vois, ton lit est en une langue, ton escalier est dans une autre langue, ta chambre est dans une autre langue, tu deviens fou. Je suis un peu fou. Moi aussi. Parfois, à Berlin, je ne sais plus. Et dans ces moments-là, la discipline, c'est donc je vais retrouver ma maison. Et ma maison, c'est la langue que je parle maintenant. Mais avec tous ces problèmes, etc., d'hégémonie. Donc je préfère pas habiter ce pays du traduire, parce que c'est vraiment mon lieu. Mais cette maison de fou, c'est jusqu'où? Et je crois qu'en fait, on est un peu conduit d'une certaine façon dans des processus de déterritorialisation, de globalisation, dans la maison des fous. Et il y a ceux qui l'habitent très paisiblement, confortablement, et il y a tous ceux qui le subissent, cette maison de fous. Et je crois qu'il faut être comme ça. Et l'entrelangue, ça permet ça. Ça crée de l'instable. C'est, voilà.